L'un de vous sera le prochain président d'Orion Corp. La voix de Louis Moreau résonna. La salle de réunion au sommet du gratte-ciel retint son souffle. 5 des dirigeants les plus impitoyables du pays le fixaient, concentrés. Véronique Dubois, la plus ambitieuse d'entre eux, ne scia pas. Louis désigna une porte sur le côté. L'épreuve finale de 30 jours. C'est mon fils, Léo. Une photo du jeune garçon apparut sur l'écran. Celui ou celle qui préparera le mieux Léo pour l'avenir héritera de l'intégralité de mon empire. C'était une lutte pour un empire. Une compétition entre prédateurs. Ils ne savaient pas que l'arbitre de ce jeu serait un garçon de 8 ans. Louis ne se doutait pas que le véritable héritier ne serait pas choisi par le pouvoir, mais désigné par son fils. Louis quitta la pièce, laissant un silence pesant derrière lui. Léo fut conduit au centre de la pièce, un grand cube de verre avec une vue imprenable sur la ville. 5 silhouettes imposantes l'entourèrent. C'étaient les mentors. La compétition avait commencé. Marc Fournier, le directeur des ventes, fut le premier à approcher. C'était un homme costaud, avec une énergie qui semblait sur le point de déborder. Il s'accroupit près de Léo, son costume coûteux se froissant. Il ouvrit une tablette et montra des graphiques colorés qui montaient et descendaient. « Écoute, gamin, c'est ça le pouvoir. » Sa voix était un coup de tonnerre. « Chaque ligne qui monte, c'est 1 million d'euros dans ta poche. C'est comme un jeu vidéo, tu vois. Tu écrases la concurrence et tu ramasses les pièces. » Léo regarda les lignes. Elles ne ressemblaient pas à des pièces, mais plutôt à des gribouillis de médecins. Il se contenta de hocher la tête. Marc sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il ne voyait qu'un enfant apathique, pas le petit garçon qui se sentait de plus en plus petit. Clémence Lacroix, la responsable du marketing, tenta une approche différente. Élégante et avec un parfum qui la précédait, elle s'assit dans un fauteuil en cuir, croisant les jambes. « Léo, mon chéri, ce que nous vendons, ce ne sont pas des produits. C'est un rêve. » Elle lui montra une publicité sur son téléphone. Des voitures rapides, des mannequins souriants, des gratte-ciel qui touchèrent le ciel. Les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent ce qu'ils aspirent à devenir. Nous créons ce désir. La musique de la pub était forte, les images clignotaient rapidement. Léo sentit sa tête tourner. Ce n'était pas un rêve, c'était un bruit qui l'empêchait de penser. Il se recroquevilla. Clémence soupira, sa déception visible. Ce petit garçon n'avait aucune sophistication. Guillaume Lemaire, le génie de la finance, s'approcha ensuite. Il était mince, pâle, avec des yeux qui bougeaient comme des calculatrices. Un héritage n'est pas une question de rêve. C'est une question de chiffres. Il montra au garçon une application boursière. Ton père a transformé 1 000 euros en 1 milliard. C'est des maths, pas de la magie. Tu dois comprendre les intérêts composés avant même de savoir faire tes lacets. Il tenta de donner le téléphone à Léo. Le garçon recula. Les chiffres sur l'écran dansaient de manière agressive. Il s'ennuyait. Il se souvenait de sa mère. Elle lui racontait des histoires de canards sur l'étang, pas d'argent qui ne dort jamais. Guillaume rangea son appareil, agacé par le manque d'ambition du garçon. Patricia Vidal, la directrice des relations publiques, sourit. Son sourire était une arme. Elle s'agenouilla et lui parla d'un ton de conspiratrice. « Léo, le secret n'est pas ce que tu sais, mais qui tu connais. » Elle ouvrit son carnet d'adresses. Des photos de politiciens, d'artistes, de milliardaires. Ces gens peuvent ouvrir n'importe quelle porte dans ce monde. Un seul appel de ma part règle n'importe quel problème. Elle semblait fière. Léo regarda les photos. Ce n'étaient que des visages inconnus. Il ne voulait pas de portes ouvertes. Il voulait la porte de sa chambre, et il voulait que sa mère soit à l'intérieur. Finalement, Véronique Dubois s'approcha. Elle ne s'accroupit pas. Elle resta debout, regardant Léo de haut. C'était la chef de la stratégie, la plus redoutée. Ils ont tous tort, Léo. Le pouvoir n'est pas l'argent, le désir ou les relations. Le pouvoir, c'est le contrôle. Elle pointa la ville derrière la vitre. Ton père n'a pas construit un immeuble. Il a bâti un échiquier et a fait de tout le monde ses pions. Tu n'es pas un joueur, tu es le maître du jeu. Elle parlait comme si elle expliquait une équation mathématique. Une vérité inévitable. Léo sentit un frisson. Il ne voulait rien posséder, il voulait juste être un enfant. Accablé, Léo fit un pas en arrière.
Il trébucha sur un petit robot en métal que Louis lui avait donné. Le jouet roula sur le sol poli, passant entre des jambes et des talons coûteux. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en soucia. Le robot continua de rouler, sortant de la salle de réunion et s'engouffrant dans un long couloir silencieux que Léo n'avait jamais vu. Sans réfléchir, il le suivit. Le son de ses chaussures résonnait. Les lumières étaient plus faibles ici. L'air semblait plus ancien. Le couloir se termina par une double porte en bois sombre. Elle était entr'ouverte. Il poussa la porte. L'odeur de papier et de poussière le frappa. C'était la bibliothèque de l'entreprise. Un lieu oublié. Des étagères gigantesques s'élevaient jusqu'au plafond, remplies de livres au dos de cuir. La lumière du soleil entrait par une haute fenêtre, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. C'était un monde différent, silencieux, paisible. Derrière une grande table, une femme était de dos. Elle portait un simple tablier par-dessus ses vêtements. Ses cheveux étaient attachés. Elle passait un pinceau délicat sur la page d'un énorme livre ancien. C'était Hélène, l'archiviste. Léo s'approcha doucement. Il vit le robot posé près de ses pieds. Hélène ne l'entendit pas arriver, tant elle était absorbée par son travail. Il tapota la jambe de son pantalon. Elle se retourna surprise. Ses yeux étaient doux. Elle vit le garçon, puis le robot. Un petit sourire apparut sur son visage. « Je crois que ça t'appartient. » Sa voix était douce. Léo ramassa le jouet. Ses yeux se posèrent sur le livre ouvert sur la table. Il y avait des cartes de lieux qui n'existaient plus, et des dessins de créatures fantastiques. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « C'est un livre d'histoire, » répondit Hélène. « Il est malade. Je m'en occupe. » Léo fut fasciné. Un livre malade. Ça avait du sens. Il se sentait aussi un peu malade à l'intérieur. À cet instant, la paix fut brisée. « C'est donc ici que tu te caches !» La voix de Véronique coupa le silence comme un couteau. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage déformé par le mépris. Derrière elle, les 4 autres dirigeants apparurent, comme une meute. « Qu'est-ce que tu fais dans ce mausolée ?» demanda Véronique, son regard balayant l'endroit avec dégoût. Elle s'approcha de Léo. « Tu perds ton temps avec les objets anciens ?» Son regard foudroya Hélène. L'archiviste se leva, la posture droite, mais les mains serrant le pinceau. « Nous étions en train de parler, » dit Hélène, la voix ferme. Véronique laissa échapper un rire court et sans joie. « Parler ? Ou essayer de marquer des points avec le garçon, employé ?» Le mot « employé » fut prononcé comme une insulte. Marc et Guillaume sourirent avec malice. Clémence et Patricia observaient avec un intérêt cruel, comme s'ils assistaient à un spectacle. Quelques jeunes employés qui passaient dans le couloir s'arrêtèrent pour regarder, mais gardèrent leur distance, les visages anxieux. Le futur président d'Orion Corp n'a pas de temps pour la poussière et les contes de fées, continua Véronique. Elle prit l'un des livres qu'Hélène était en train de restaurer. Les pages étaient fragiles. Combien l'entreprise dépense-t-elle pour entretenir ces reliques inutiles? De l'argent qui pourrait être investi dans la technologie, dans l'avenir. Elle feuilleta le livre avec dédain, manquant de déchirer une page. Hélène fit un pas en avant. « S'il vous plaît, faites attention !» Sa voix était un appel. « Attention !» répéta Véronique, les yeux brillants de malice. Elle se tourna vers les autres. « L'archiviste me donne des ordres, c'est adorable !» Elle jeta le livre sur la table. Le bruit résonna dans la bibliothèque silencieuse. « Écoutez-moi bien, » dit-elle, s'approchant d'Hélène jusqu'à ce qu'elles soient à quelques centimètres l'une de l'autre. « Tu es une distraction, un obstacle. Le garçon a besoin de mentors qui comprennent le pouvoir, pas de gens qui vivent dans le passé. J'étais juste en train de... » tenta d'expliquer Hélène. « Tu n'étais rien du tout, » la coupa Véronique. « Tu es invisible. » Et il vaut mieux que ça continue. Reste loin du garçon. Elle se tourna vers Léo, le ton changeant pour une fausse douceur. « Viens, Léo, nous avons des choses importantes à faire, des choses que cette femme ne comprendra jamais. » Elle prit la main du garçon. Léo regarda Hélène une dernière fois. Il vit la douleur dans ses yeux, une douleur qu'elle essayait de cacher derrière un masque de dignité. Il voulait dire quelque chose, la défendre. Mais la main de Véronique serra la sienne avec force. La peur le paralysa.
Les 5 dirigeants sortirent de la bibliothèque, emmenant Léo avec eux. Ils laissèrent Hélène seule, au milieu du silence et de la poussière. Elle resta immobile pendant un long moment, le cœur battant à tout rompre. L'humiliation était une braise brûlante dans sa poitrine. Elle regarda ses mains et les livres qu'elle aimait. Pour la première fois depuis des années, son refuge ressemblait à une prison. Le château d'histoire avait été envahi par des dragons, et elle n'avait pas d'épée pour se battre. La nuit engloutit Orion Corp. Le gratte-ciel était un squelette de lumière froide contre le ciel de velours. À l'intérieur, dans le silence de la bibliothèque, seule une petite lampe de bureau était allumée. La lumière créait un cercle doré dans l'obscurité, illuminant les mains d'Hélène. Elle bougeait avec une précision silencieuse, presque rituelle. Chaque livre qu'elle touchait était un adieu. Elle épousseta un dos, l'aligna parfaitement sur l'étagère. Un dernier geste de soin. Sur sa table, une petite boîte en carton l'attendait. À l'intérieur, il y avait déjà un cadre photo avec ses parents, une tasse en céramique ébréchée et un ensemble de stylos qu'elle utilisait depuis des années. C'étaient les fragments de sa vie dans cet endroit. L'humiliation de l'après-midi brûlait encore dans sa mémoire. Les mots de Véronique résonnaient dans le silence, tranchants, cruels, employés, invisibles, obstacles. Se résigner n'était pas un choix. C'était une capitulation nécessaire, une façon de préserver le peu de dignité qui lui restait. Sur la table, une feuille de papier pliée, la lettre de démission, écrite à la main avec la calligraphie soignée que son grand-père lui avait apprise. Elle la prit, prête à la laisser à un endroit visible. Mais ses doigts s'arrêtèrent. Il manquait une dernière chose à ranger. L'objet le plus important. C'était un petit livre de fables, relié en cuir usé. La couverture était douce au toucher de plusieurs générations, les bords des pages, jaunis. C'était le dernier cadeau de son grand-père. Elle le tint à 2 mains, son pouce traçant les lettres dorées presque effacées. Ce livre était sa boussole, son héritage, et que dirait son grand-père maintenant? Qu'elle devrait fuir la première bataille. Que la force d'une histoire se dissipe avec des mots de mépris? Le doute la paralysa. Mettre le livre dans la boîte semblait être une trahison. C'est alors qu'un petit bruit la sortit de ses pensées, un frottement de chaussures sur le plancher en bois. Léo se tenait à l'entrée de la bibliothèque, une petite silhouette contre la faible lumière du couloir. Il ne dit rien. Il l'observait simplement, les yeux grands et sérieux. Dans ses mains, il tenait une feuille de papier froissée. Il s'approcha d'elle, hésitant, et lui tendit le papier. Hélène le prit. C'était un dessin, fait avec des crayons de couleur. Les lignes étaient tordues, enfantines, mais l'image était claire. Un chevalier en armure brillante se tenait debout, son épée levée. Et il ne protégeait pas une princesse ou un château. Il protégeait un livre ouvert. Le chevalier était grand et fort. Le livre était petit, mais semblait briller d'une lumière propre. Le cœur d'Hélène rata un battement. C'était l'histoire qu'elle lui avait racontée. La fable du chevalier qui défendait la connaissance contre les dragons de l'ignorance. « Tu t'en vas ?» La voix de Léo était un murmure, fragile comme du verre. Hélène ne put pas répondre. Elle regarda juste le dessin, puis la boîte à moitié pleine. La réponse était là dans ses gestes. Léo sembla comprendre. Ses épaules s'affaissèrent. « S'il te plaît, » dit-il, la voix étranglée. « Ne pars pas. 2 mots. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas un caprice. C'était une supplique, un appel à l'aide. » À cet instant, la bataille changea. Ce n'était plus à propos d'elle. Ce n'était plus à propos de son humiliation, de sa fierté blessée ou de sa carrière. C'était à propos de ce petit garçon qui voyait des chevaliers dans les archivistes et du pouvoir dans les vieux livres. L'abandonner serait pire que n'importe quelle insulte de Véronique. Ce serait devenir le genre de personne que son grand-père lui avait appris à ne jamais être. Hélène regarda le visage de Léo, puis la lettre de démission sur la table. Sa décision fut un geste, lent, délibéré. Elle tendit la main vers la boîte en carton. Mais au lieu d'y mettre le livre de fables, elle le prit et le remit à sa place d'honneur dans le coin gauche de la table. Ensuite, elle prit le cadre photo, le plaça à côté du livre, puis
la tasse en céramique, les stylos, un par un, elle défie l'acte de partir, elle défie sa capitulation. Léo l'observait, les yeux s'écarquillant à chaque objet qui retrouvait sa place. Finalement, la boîte était vide. Hélène la poussa de côté. Elle prit la lettre de démission, la regarda pendant une seconde, puis, avec un calme effrayant, elle la déchira en deux. Puis, elle déchira les morceaux en plus petits morceaux et les jeta dans la poubelle. Elle se tourna vers Léo. Un petit hochement de tête déterminé. Le message était clair. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Cette détermination dans les yeux d'Hélène n'était pas née cette nuit-là. Elle n'avait pas été forgée dans l'acier et le verre d'Orion Corp. Sa force venait d'un endroit plus ancien, plus chaleureux. Un endroit qui sentait le cuir, la colle et le papier. L'atelier de son grand-père, Michel. 20 ans auparavant. Une petite porte en bois sur une rue pavée. À l'intérieur, le monde était différent. Il n'y avait pas de ligne droite ni de surface polie. Il y avait un désordre organisé, une poussière sacrée qui recouvrait tout. Des outils en métal et en os pendèrent des murs. Des presses en fer, lourdes comme des ancres, dormaient dans les coins. Des piles de papier de toutes les textures et couleurs s'équilibraient sur des tables en bois massif, marquées par des décennies de travail. L'air était dense, avec l'odeur sucrée de la colle d'amidon et l'arôme terreux du cuir brut. C'était le sanctuaire de Michel et le paradis d'une fille de 10 ans. Hélène, petite pour son âge, se tenait sur un tabouret. Ses doigts, encore maladroits, tentaient d'imiter ceux de son grand-père. Michel était un homme de peu de mots et de mains qui parlaient. Des mains grandes, pleines de callosité et de petites cicatrices. Des veines comme des rivières sur une vieille carte et toujours, sous ses ongles, une ombre d'encre. Ce jour-là, il lui apprenait à coudre les cahiers d'un livre. « Doucement, ma petite ». Sa voix était grave et douce, comme le grincement d'une vieille planche de parquet. Chaque cahier est un chapitre, chaque point est une promesse qu'ils resteront ensemble. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient concentrés sur le fil de lin qui passait par l'aiguille. Un livre n'est pas seulement du papier et de l'encre, c'est le corps d'une âme, et l'âme a besoin d'un corps solide pour voyager dans le temps. Hélène fronça les sourcils, concentrée. L'aiguille piqua son doigt. Une petite goutte de sang apparut. Elle la porta à sa bouche, les yeux embués. Michel arrêta ce qu'il faisait. Il prit sa petite main et l'examina. Il ne lui dit pas de faire plus attention. Il sourit simplement. « C'est une bonne chose, dit-il. Ça veut dire que tu as mis un peu de toi-même dans le travail. Maintenant, l'histoire a un peu de ton sang. Elle t'appartient aussi. » Il nettoya son doigt avec un morceau de coton. Ils retournèrent au travail. « Les gens aujourd'hui veulent tout, et vite, continua-t-il, reprenant la leçon. Des couvertures brillantes, de grands titres. Ils regardent un livre comme ils regardent un fruit au marché. Ils veulent le plus beau. » Il secoua la tête. Mais la beauté de la couverture ne dit rien sur le goût du fruit. La vraie force est ici. Il frappa du plat de ses doigts sur le dos d'un gros volume, dans la reliure. Dans la couture, c'est ce qui soutient tout. C'est ce qui permet à l'histoire d'être ouverte et fermée 1000 fois sans se défaire. Il la regarda, ses yeux gris brillants d'une sagesse ancienne. Les gens sont comme des livres, Hélène. Certains ont de belles couvertures, mais à l'intérieur, les pages sont lâches. D'autres semblent simples, usées par le temps. Mais ils ont une structure qui résiste à n'importe quelle tempête. Telle était la philosophie de Michel. Le caractère était la reliure, l'honnêteté était la couture, et la vérité était l'histoire qui valait la peine d'être préservée. Cet après-midi-là, après que la dernière couture eût été faite, il l'appela. « J'ai quelque chose pour toi. » Il se dirigea vers un coffre en bois sombre dans le coin de l'atelier. Il enleva le couvercle, libérant une odeur de camphre et de thym. De là, il sortit un petit volume. C'était le livre de fables. Le même qui, 20 ans plus tard, serait sur la table d'Hélène chez Orion Corp. Mais à l'époque, il semblait neuf. Le cuir était souple, la dorure sur la couverture brillait encore. Michel l'avait fait lui-même. « Ce n'est pas un livre comme les autres, dit-il, le lui tendant. Les mains d'Hélène tremblèrent en le recevant.
Les histoires à l'intérieur sont plus anciennes que moi, plus anciennes que cet atelier. Elles parlent de rois et de forgerons, de renards et de lions. Mais, en réalité, elles parlent de nous. Hélène ouvrit à la première page. Il y avait une dédicace, écrite avec la calligraphie élégante de son grand-père, à ma petite fille, Hélène. Puisses-tu toujours trouver la force d'une bonne reliure et la magie d'une histoire. Elle serra le livre contre sa poitrine. Merci, grand-père. Ne me remercie pas encore, dit-il, s'asseyant sur son établi. Tu dois comprendre ce que tu tiens. Les gens te diront que le pouvoir est dans l'argent, qu'il est dans le fait d'avoir un nom important, qu'il est dans le fait de donner des ordres. Il se pencha en avant. C'est un mensonge. L'or peut être volé, les noms peuvent être oubliés, les ordres peuvent être défiés. Mais une histoire, une bonne histoire, une fois qu'elle est entrée dans ta tête, personne ne peut te la prendre. Les histoires gardent plus de pouvoir que tout l'or du monde. Il désigna le livre. Lis celle-ci en premier. C'était la fable du chevalier et du bibliothécaire. Elle racontait l'histoire d'un royaume où tout le monde valorisait la force des armées et la richesse du trésor. Mais le véritable pouvoir du royaume était gardé dans une bibliothèque, dans des livres qui contenaient toute la connaissance des générations. Un jour, des dragons vinrent pour brûler la bibliothèque. Les généraux dirent que c'était une perte acceptable. Le trésorier dit qu'il n'y avait pas d'argent pour la défendre. Mais un seul chevalier qui aimait les histoires se tint à la porte. Il ne se battit pas avec une épée. Il se battit avec les mots des livres, utilisant la sagesse pour tromper les dragons et sauver la connaissance. La leçon de la fable était simple. Le vrai courage n'était pas de brandir une épée, mais de protéger une idée. Le vrai pouvoir n'était pas d'avoir de l'or, mais d'avoir la sagesse de l'utiliser. Hélène, à 10 ans, comprit. Elle comprit que son grand-père n'était pas seulement un artisan. Il était le bibliothécaire, il était le chevalier, il protégeait les histoires. Elle resta là, dans la lumière dorée de l'atelier, tenant le petit livre qui contenait un univers. Ce moment la définit. Elle ne voulait pas être une reine ou une guerrière, elle voulait être une gardienne, elle voulait prendre soin des âmes enfermées dans les livres, elle voulait avoir la force silencieuse d'une reliure bien cousue. Ce livre devint son talisman, sa constitution personnelle. 20 ans plus tard, dans cette bibliothèque froide et corporative, Hélène n'était pas seule. L'esprit de Michel était là, dans l'odeur des livres. Sa sagesse était dans le petit volume sur la table, et le courage du chevalier de la fable était dans son cœur. La décision de rester et de se battre n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte d'héritage. Elle ne défendait pas son emploi, elle défendait le royaume. Le lendemain matin, une lumière froide et grise se leva sur la ville. Mais dans la bibliothèque, la lumière qui entrait par la fenêtre semblait différente pour Hélène, plus nette. L'humiliation d'hier n'était plus une blessure ouverte. C'était une armure. La mémoire de son grand-père n'était pas un réconfort nostalgique. C'était un manuel d'instruction. Elle regarda le dessin que Léo lui avait donné, maintenant accroché avec un aimant sur un classeur métallique. Le chevalier protégeant le livre. Véronique et les autres avaient leurs armes. Pouvoir, argent, influence. C'étaient des armes bruyantes, faites pour intimider. L'arme d'Hélène serait silencieuse. Son arme serait une histoire. Son plan prit forme au milieu de l'odeur du vieux papier. Elle ne se battrait pas sur leur champ de bataille. Elle créerait le sien. Elle n'essaierait pas d'apprendre à Léo la bourse et le marketing. Elle l'emmènerait en voyage. Et la carte pour ce voyage était là, tout autour d'elle, sur les étagères oubliées d'Orion Corp. Elle transformerait l'histoire de l'entreprise en une fable. La même tactique que son grand-père avait utilisée, prendre la vérité et lui donner la force d'un mythe. Quand Léo apparut à la porte de la bibliothèque, après le petit déjeuner, il la trouva avec un éclat différent dans les yeux. « Bonjour, chevalier », dit-elle avec un petit sourire. « Nous avons un royaume à explorer. » Le garçon, qui s'attendait à trouver son ami triste et vaincu, laissa échapper un sourire sincère pour la première fois de la journée. L'aventure commença dans les archives les plus profondes, dans les catacombes de la mémoire d'entreprise, où personne d'autre ne s'aventurait. Hélène le guida à travers des couloirs étroits,
entre des étagères qui gémissaient sous le poids de boîtes en carton et de classeurs métalliques. « Chaque royaume a une histoire d'origine », murmura Hélène, ouvrant une boîte poussiéreuse. À l'intérieur, des rouleaux de papier jaunis, attachés avec des rubans décolorés. C'étaient les plans originaux de la première usine Orion. « Ce n'est pas un bâtiment, » dit-elle, déroulant l'un des papiers sur une grande table. « C'est le château du commencement, où le premier roi, ton arrière-grand-père, a eu la vision de créer quelque chose de nouveau. Les lignes bleues et les chiffres n'étaient plus des données techniques. C'étaient les contours d'une forteresse de rêve. » Léo était fasciné. Ils passèrent des heures là-bas. Un dossier avec d'anciennes formules chimiques se transforma en « le livre de sortilèges de l'innovation ». Des photographies en noir et blanc d'ouvriers au visage sali par la graisse devinrent la fraternité des bâtisseurs. Des lettres manuscrites du fondateur, avec sa calligraphie forte et pleine de sens, devinrent les décrets du roi sage. Hélène lui lisait des extraits, traduisant le langage des affaires en langage d'aventure. « Ici, disait-elle, pointant une ligne, le roi dit que la qualité est l'âme de notre blason. Cela signifie que le bouclier de notre royaume ne peut jamais se briser. » Léo, qui refusait de toucher aux tablettes des dirigeants, plongeait maintenant ses mains dans la poussière de l'histoire. Il commença à dessiner. Il créa un blason pour la fraternité des bâtisseurs. Il donna un visage au roi sage avec une longue barbe et des yeux doux. Il transforma les formules chimiques en potions bouillonnantes dans son carnet. Il n'apprenait plus sur une entreprise. Il découvrait l'héritage de sa famille. Et pour la première fois, il ressentit de la fierté. Leur travail était secret, un pacte silencieux. Une nuit, alors qu'ils travaillaient tard, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Les deux se figèrent. C'était Jean, le chef de la sécurité de nuit. Un homme grand et mince, de près de 70 ans, avec un visage qui ressemblait à une carte routière. Ses épaules étaient un peu courbées, mais ses yeux étaient vifs et attentifs. Il avait travaillé chez Orion pendant 50 ans. Il avait commencé comme ouvrier dans la première usine aux côtés du fondateur. Jean regarda la table couverte de vieux papiers, le garçon dessinant fiévreusement, Hélène organisant la narration. Il ne dit rien pendant un long moment. Hélène sentit son cœur dans sa gorge. Il allait les dénoncer. C'était la fin du plan. Mais alors, un petit sourire se forma au coin des lèvres de Jean. Le vieux Louis aurait été content de voir ça, dit-il, la voix rauque par le manque d'usage. Il s'approcha de la table. Il a toujours dit que la mémoire était la fondation la plus importante de toutes. On dirait que les gens là-haut l'ont oublié. Il regarda Hélène. « Vous avez besoin de plus de matériel. Ce n'était pas une question. » Il se retourna et leur fit signe de le suivre. Il les conduisit dans une petite pièce de stockage au bout d'un couloir. Un endroit qui ne figurait pas sur les plans modernes. Il utilisa une vieille clé en métal pour ouvrir la serrure rouillée. À l'intérieur, d'autres boîtes. Des choses que la direction a ordonné de jeter, expliqua Jean. J'ai oublié. Dans les boîtes, il y avait des journaux de production, des prototypes de produits qui avaient échoué, des notes personnelles du fondateur. C'était un trésor, de l'or pur pour leur histoire. Jean devint le gardien silencieux de la mission. L'allié qui apparaissait dans l'ombre avec une nouvelle carte au trésor ou une histoire oubliée sur le roi sage. Mais le changement chez Léo ne passa pas inaperçu. Il était plus bavard, plus curieux. Il transportait son carnet de dessins partout. Véronique le remarqua. Elle voyait la complicité entre le garçon et l'archiviste. Elle voyait les sourires secrets. Et elle détestait ça. L'influence d'Hélène était un virus dans le système qu'elle essayait de contrôler. Le point de rupture arriva un après-midi. Louis passa près de son fils, qui était absorbé par un dessin. « Qu'est-ce que c'est, champion ?» demanda-t-il. « C'est le dragon de la bureaucratie, » expliqua Léo, sérieux. « Il crache des paperasses et emprisonne les bonnes idées dans ses griffes. Hélène m'a aidé à dessiner les écailles. » Louis sourit, amusé par la créativité de son fils. Mais Véronique, qui avait entendu la conversation de loin, ne sourit pas. Le nom d'Hélène, encore une fois. L'archiviste n'était plus une employée invisible. C'était une rivale.
et Véronique ne tolérait pas les rivales. Sa vengeance fut rapide, froide et corporative. Elle ne confronta pas Hélène, ne l'insulta pas. Elle utilisa le langage qu'elle maîtrisait, celui du pouvoir. Le lendemain matin, un mémo officiel circula dans toute l'entreprise. L'objet était « Optimisation des actifs et sécurité des données ». Entre les lignes de paragraphes de jargon impénétrable, la nouvelle politique était claire. Pour protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise, toutes les archives physiques seraient numérisées. Jusqu'à la fin du projet, l'accès aux archives, aux dépôts et à la bibliothèque principale serait réservé au personnel informatique autorisé. C'était une manœuvre brillante et cruelle, un mur bureaucratique érigé du jour au lendemain. Hélène le découvrit de la pire des manières. Quand elle arriva à la bibliothèque, la double porte en bois, qui n'avait jamais été fermée à clé, arborait maintenant un lecteur de cartes électroniques. La lumière était rouge. Elle passa son badge. La lumière clignota en rouge et un bip de refus d'accès résonna fort dans le couloir silencieux. Elle essaya à nouveau, refusée. Son cœur se serra. Elle était une prisonnière à l'extérieur de son propre royaume. À ce moment, Véronique passa dans le couloir. Elle ne ralentit pas. Elle ne regarda pas directement Hélène, juste un sourire minime, presque imperceptible, de pure victoire. Le message était clair. L'échiquier avait changé, et Hélène venait de perdre sa pièce la plus importante. La porte verrouillée était une déclaration de guerre. Pendant 2 jours, Hélène ressentit le poids de la défaite. Elle accomplissait ses tâches redéfinies, cataloguant des fichiers numériques sur un ordinateur loin de la bibliothèque, loin de Léo. Elle voyait le garçon passer dans les couloirs de verre, accompagné par l'un des 5 dirigeants. L'éclat dans ses yeux avait disparu à nouveau. Il ressemblait à un prince captif, défilant dans son propre château, maintenant transformé en cage. Véronique l'observait de loin, avec un regard de supériorité satisfaite. L'archiviste avait été remise à sa place. Le jeu, pour elle, semblait terminé. Mais Véronique sous-estima les vieux fantômes qui hantaient les couloirs d'Orion Corp. La 3e nuit, alors qu'Hélène rangeait son sac pour partir, une silhouette se matérialisa dans les ombres du couloir. C'était Jean. Il ne dit rien. Il la regarda simplement, puis la porte verrouillée de la bibliothèque et agita un trousseau de clés en métal qui produisit un son doux, anachronique. Sur son visage ridé, une complicité silencieuse. C'était une invitation, une offre de trahison, au nom d'une loyauté plus grande. À partir de cette nuit-là, la bibliothèque acquit une vie secrète. Après que les costumes coûteux et les talons hauts eurent quitté le bâtiment, après que les lumières principales eurent été éteintes, ne laissant que l'éclairage d'urgence, l'aventure recommençait. Jean désactivait le capteur de mouvement du couloir, menant à la bibliothèque. Entretien de routine, il l'enregistrait dans son rapport. Hélène et Léo se rencontraient dans la pénombre, la seule lumière provenant de vieilles lampes de chevet qu'ils allumaient eux-mêmes. Le gratte-ciel dormait autour d'eux, mais là, dans cette poche de temps oubliée, la magie opérait. Le projet de livre devint le centre de leur petit univers rebelle. C'était plus qu'une simple histoire maintenant. C'était un acte de résistance. Ils travaillaient avec une ferveur renouvelée. Hélène, utilisant les techniques de son grand-père, enseigna à Léo à coudre les cahiers de vieux papier. Le garçon, avec une concentration féroce, passait l'aiguille et le fil, unissant les pages qui racontèrent l'histoire de sa famille. La couverture fut faite à partir d'un vieux rouleau de plan de la ville, montrant les rues qui entouraient le premier bâtiment Orion. Le titre « Le royaume qui a oublié son cœur » fut gravé avec un stylo doré. Chaque nuit, ils ajoutaient un nouveau chapitre. Ils découvrirent des notes sur un projet caritatif que le fondateur rêvait de créer, un plan pour construire des écoles. Cela devint les graines dorées du roi sage. Ils trouvèrent des rapports sur une période de crise financière, surmontée avec sacrifice et union des employés. Cela devint la grande tempête et la force de la fraternité. Le livre devenait un artefact, un morceau d'histoire vivante. Et Léo changeait. L'apathie dans ses yeux fut remplacée par un sens du but. Il n'était plus seulement le fils du patron. Il était le chroniqueur du royaume, le gardien de la mémoire.
L'opportunité de montrer leur travail vint de manière inattendue. L'entreprise organisait un événement mensuel appelé « Café et idées », une réunion informelle pour les employés des échelons inférieurs, où ils pouvaient présenter de petites suggestions. Les dirigeants y apparaissaient rarement. Ce vendredi-là, cependant, Louis décida de participer. Il se tenait au fond de la salle, observant, le visage fatigué. Après quelques présentations timides sur l'optimisation de feuilles de calcul et de nouvelles machines à café, une petite main se leva au milieu de l'auditoire. C'était Léo. « J'ai aussi une idée, dit-il, la voix un peu tremblante, mais claire. » Un silence surpris s'installa dans la salle. Les employés se regardèrent. Louis fronça les sourcils, curieux. « Laissez-le parler, dit-il. » Léo marcha jusqu'à l'avant, portant son carnet de dessin. Hélène, au fond de la salle, sentit son cœur s'arrêter. Cela ne faisait pas partie du plan. Le garçon se tourna vers la petite foule d'analystes, de programmeurs et d'assistants. « Je veux raconter une histoire, » commença-t-il. « C'est l'histoire du dragon de la bureaucratie. » Il brandit un dessin. Il montrait une créature gigantesque avec des écailles faites de formulaires et des griffes d'agrafeuse. Ce dragon vit dans les couloirs de notre château. Il ne crache pas de feu, il crache des paperasses. Quelques rires nerveux se firent entendre dans l'auditoire. Il adore créer de nouvelles règles compliquées, continua Léo, gagnant en confiance. Il emprisonne les bonnes idées dans ses donjons d'approbation et mange le temps des chevaliers de la fraternité des bâtisseurs. La métaphore était simple, enfantine, mais pour les gens dans cette salle, c'était une photographie de leur vie quotidienne. La frustration des processus, la lenteur des décisions, la créativité écrasée par le système. C'était leur vérité, racontée par un enfant. Mais le roi sage ne voulait pas de ce dragon dans son royaume, conclut Léo, la voix maintenant ferme. Dans les anciens décrets, il a écrit que la meilleure idée devait l'emporter, pas le formulaire le mieux rempli. Il abaissa le dessin. Mon idée est que nous trouvions un moyen d'endormir le dragon. Pendant un instant, le silence. Puis une personne commença à applaudir, puis une autre, et encore une autre. En quelques secondes, toute la salle applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli, c'était un applaudissement sincère, chaleureux, rempli de soulagement et de reconnaissance. Les employés ne regardaient pas Léo. Ils se regardaient les uns les autres, souriants, complices. Et puis, leurs regards se tournèrent vers le fond de la salle, vers l'archiviste tranquille, que tout le monde savait être la complice du garçon. Leur regard n'était plus d'indifférence, c'était de l'admiration, du respect. Dans cette petite salle, avec sa petite fable, Hélène avait gagné une grande bataille. La nouvelle du discours du dragon monta les étages plus vite que l'ascenseur des dirigeants. Quelqu'un avait filmé avec son téléphone portable. La vidéo se répandit sur les discussions internes de l'entreprise. Le soir, elle arriva à Véronique. Elle regarda la vidéo dans son bureau, le visage un masque de fureur contenue, le rire des employés, les applaudissements, l'audace du garçon. Et derrière tout ça, la main de l'archiviste. Ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était une insurrection. Elle convoqua les 4 autres. Réunis dans le bureau de Louis, ils formèrent un blocage. Leurs expressions étaient graves, préoccupées. C'étaient 5 prédateurs se faisant passer pour des moutons effrayés. « Louis, nous devons parler », commença Véronique, le ton soigneusement contrôlé. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. » Louis, qui avait vu la présentation et était secrètement fier du courage de son fils, se mit sur la défensive. « C'était juste un jeu d'enfant, Véronique. »« Ce n'était pas un jeu, » rétorqua Marc, agressif. « C'était une moquerie. Le garçon nous a traités de dragons devant 50 employés. Ça sape notre autorité. Il crée un environnement de « nous contre eux », ajouta Clémence. « Le moral de l'équipe est affecté. Il traite la direction comme l'ennemi. » Patricia porta le coup de grâce. « C'est un cauchemar de relations publiques qui ne demande qu'à se produire. Imagine si ça fuit. Le fils du PDG mène une mutinerie d'employés. Ta crédibilité, Louis, serait ruinée. » Véronique s'approcha de son bureau, la voix basse et dangereuse. « Nous savons qu'il n'a pas fait ça seul. C'est l'archiviste. Elle empoisonne son esprit contre nous, contre la structure de cette entreprise.
contre toi. Elle fit une pause, laissant les mots prendre tout leur sens. La question, Louis, n'est pas à propos d'un dessin de dragon. C'est à propos du contrôle. Es-tu en contrôle de ton entreprise et de ton fils, ou est-ce une employée de bas niveau avec du ressentiment qui dicte les règles? L'accusation resta en suspens dans l'air, venimeuse. Ils n'attaquaient plus Hélène. Ils attaquaient l'héritage de Louis, sa compétence en tant que père et en tant que leader. L'homme, déjà affaibli par la maladie, ressentit le coup. Le doute fut semé. Le sourire fier qu'il avait ressenti en voyant son fils fut remplacé par une ombre de peur et d'incertitude. Il regarda les 5 visages sérieux devant lui et, pour la première fois, se demanda s'il n'avait pas raison. Le doute est un poison qui agit lentement. Louis s'assit dans son fauteuil en cuir, dans le silence de son bureau au sommet du monde. Les accusations des dirigeants tournaient dans son esprit. « Es-tu en contrôle, Louis ?» La question de Véronique était une écharde sous sa peau. Il regarda la ville à l'extérieur, un empire de lumière que son père avait commencé avec une seule étincelle, et il sentait que ça lui échappait. Il appuya sur un bouton de son interphone. « Demandez à Hélène Dubois de venir dans mon bureau. Tout de suite. » Hélène entra quelques minutes plus tard. Elle ne semblait pas intimidée. Ses épaules étaient droites, le menton levé. Il y avait un calme en elle qui irritait Louis. Il voulait la voir effrayée. Il voulait que la culpabilité soit visible. Mais ses yeux étaient simplement clairs et fermes. « Asseyez-vous, dit-il, la voix plus dure qu'il ne le voulait. Elle resta debout. « Hélène, ce qui s'est passé aujourd'hui à la réunion est inacceptable. » Il commença, récitant les lignes que les dirigeants lui avaient données. « Vous utilisez mon fils pour créer de l'instabilité. Vous sapez l'autorité de mon équipe de direction. C'est de l'insubordination. » Il s'attendait à un déni, une excuse, des larmes. Il ne reçut rien de tout cela. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je n'ai rien fait de tout ça, » dit-elle, la voix basse, mais parfaitement stable. « J'ai simplement donné à Léo les outils pour qu'il comprenne l'histoire de l'entreprise de son arrière-grand-père. Ce qu'il a fait de cette information était son choix. » « Des outils ?» Louis se moqua, la frustration grandissant. « Vous lui avez appris à nous traiter de dragons, à nous ridiculiser. »« Je n'ai jamais utilisé ce mot, » répondit Hélène. « Je lui ai raconté une fable sur un dragon qui aimait la paperasse. Si Léo a vu une ressemblance avec la réalité d'Orion Corp, peut-être que la question n'est pas pourquoi j'ai raconté l'histoire, mais pourquoi la ressemblance est-elle si évidente pour un enfant de 8 ans. » Le coup fut direct. Louis fut sans voix pendant un instant. Son audace était incroyable. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, le dos tourné vers elle. Il était temps d'en finir. « J'admire votre courage, Hélène, mais je ne peux pas avoir une employée qui crée ce genre de conflit. Je suis désolé, mais je vais devoir mettre fin à vos services. »« Papa, non !» La petite voix urgente vint de la porte. Léo se tenait là, le visage pâle, les yeux écarquillés de peur. Dans ses bras, il tenait le livre qu'ils avaient créé. La couverture de plan, le titre doré. Il devait avoir suivi Hélène, la peur l'emportant sur l'ordre de rester dans sa chambre. Il marcha jusqu'au bureau de son père, déterminé. Il posa le livre lourd sur le bois poli. « Tu ne peux pas, » dit-il. « Tu ne comprends pas ce qu'elle a fait. » Louis regarda son fils, puis Hélène, la colère se mélangeant dans la confusion. « Léo, c'est une conversation d'adulte. »« Non !» insista le garçon, la voix gagnant en force. « C'est à propos de grand-père Michel, le premier. Tu n'as pas écouté l'histoire. » Avec ses petites mains tremblantes, il ouvrit le livre. Ce n'était pas une page au hasard. Il l'avait marqué. « Regarde, papa. » Louis se pencha, sceptique. Sur l'une des pages, Hélène avait soigneusement collé une photocopie d'une vieille lettre écrite à la main. La calligraphie forte et penchée de son père. À côté, le dessin de Léo. Un roi donnant un sac de pièces à un bâtisseur souriant. Louis lut le passage de la lettre qu'Hélène avait souligné au crayon. Le profit est l'oxygène de l'entreprise, pas la raison de son existence. Notre raison est de construire quelque chose qui nous survive et qui serve honnêtement la communauté qui nous accueille. En dessous, avec la calligraphie ronde de Léo, une annotation. Le roi sage croyait que le château était fait pour protéger le peuple,
pas seulement pour garder le trésor. L'air sembla devenir plus dense dans le bureau. Louis eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Il n'avait pas vu ces mots depuis 30 ans. Ils étaient tirés du discours de fondation de l'entreprise. Il tourna la page. Un autre extrait d'un journal de son père. Un homme n'est pas un engrenage. Engager le caractère, former les compétences. Le cœur d'une entreprise ne bat pas dans les machines, mais dans les gens. À côté, le dessin de Léo de la fraternité des bâtisseurs, tous se tenant par la main. Louis prit le livre. Les pages étaient épaisses. L'odeur était celle de l'histoire. Il le feuilleta, chapitre par chapitre. Ce n'était pas un livre de contes de fées. C'était un manifeste, une redécouverte de l'âme d'Orion Corp. C'était un miroir qui montrait à quel point lui et son équipe de direction s'étaient éloignés du chemin d'origine. Véronique et les autres n'étaient pas les gardiens de l'héritage de son père. C'étaient les dragons. Et Léo, avec l'aide d'Hélène, avait dessiné la carte qui le montrait. Il ferma le livre lentement. Le silence dans le bureau était total. Il regarda Hélène. La colère dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose de complexe, du respect, de la peur, de la honte. Il avait enfin compris. Hélène n'attaquait pas son entreprise, elle essayait de la sauver. « Sortez, s'il vous plaît, » dit-il, la voix rauque. Le cœur de Léo s'effondra. Hélène acquiesça, prête à accepter le verdict. Mais Louis continua, parlant à son fils, mais la regardant. « Léo, reste, je veux que tu me lises d'autres choses sur le roi sage. » Il se tourna vers Hélène quand elle arriva à la porte. Son ton n'était plus celui d'un patron renvoyant une employée. C'était celui d'un complice émettant un avertissement. « Ce que vous avez fait est dangereux, Hélène. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le message était clair. Le licenciement était annulé, mais la guerre avait atteint un nouveau niveau. « Soyez prudente. » Hélène sortit du bureau et marcha dans le couloir maintenant désert. Son cœur battait fort, mais c'était le battement de l'adrénaline, pas de la peur. Elle savait qu'elle avait gagné une bataille, mais le conflit principal était loin d'être terminé. En passant devant le couloir de verre, elle vit Véronique, debout près de l'ascenseur, l'observant. Le sourire d'avant avait disparu du visage de la dirigeante. À sa place, il y avait une froideur calculatrice, un regard qui promettait une vengeance sévère. Véronique savait maintenant. L'archiviste n'était pas un rat à écraser. C'était une reine, dans un jeu d'échecs qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle sache jouer. Et elle venait de faire son premier échec. La victoire d'Hélène dans le bureau de Louis ne fut pas célébrée au champagne. Elle fut scellée par un silence de mort. Pour Véronique, la décision du PDG n'était pas une trêve, c'était une trahison. Elle regarda Hélène s'éloigner dans le couloir, non comme une employée qui avait échappé de justesse, mais comme une ennemie qui venait de capturer une pièce importante de l'échiquier. La stratégie d'attaquer la logique de Louis, d'utiliser la pression de groupe, avait échoué. Le sentimentalisme, la maudite nostalgie d'un livre d'enfant, avait gagné. Elle réalisa avec une clarté glaciale que l'erreur était la sienne. Elle avait essayé de faire échouer le projet. Maintenant, elle devait détruire l'architecte. Cette même nuit, dans son appartement minimaliste avec vue sur la ville palpitante, Véronique passa un appel. Le numéro n'était pas dans son carnet d'adresse. Elle le connaissait par cœur. « Le Moine !» dit-elle quand la ligne répondit. « J'ai besoin de vous. » De l'autre côté, une voix professionnelle, dénuée d'émotion. « J'écoute. Je veux un dossier complet sur une femme. Hélène Dubois, archiviste chez Orion. » Véronique se dirigea vers sa fenêtre en verre, observant les lumières comme un général observe le champ de bataille. « Je ne veux pas l'historique officiel des ressources humaines. Je veux tout. Où elle a étudié, où elle a travaillé, à qui elle a parlé, chaque amende de stationnement, chaque dispute avec des voisins, chaque erreur qu'elle a jamais commise. »« Et si elle n'a pas commis d'erreur ?» demanda la voix. Véronique sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Alors vous êtes moins créatif que je ne le pensais. Trouvez quelque chose, une ambiguïté, un détail qui cloche, et apportez-le-moi. Je m'occupe du reste. » L'appel fut terminé. La chasse avait commencé. Pendant une semaine, un calme tendu s'installa chez Orion Corp.
Véronique et les autres dirigeants traitèrent Hélène avec une politesse glaciale, l'ignorant, la contournant, comme si elle était un fantôme. Hélène et Léo continuèrent leur projet en secret, protégés par Jean, mais ils sentaient les regards, ils sentèrent la pression. Louis, quant à lui, était reclus. Il passait des heures dans son bureau, lisant et relisant le livre de son fils. Il était perdu dans une guerre interne, entre le passé que le livre représentait et le futur prédateur que son équipe exigeait. Puis, le vendredi suivant, le moine rappela. « J'ai quelque chose, dit-il. C'est léger, mais ça peut fonctionner. » Il expliqua. Il y a 5 ans, Hélène travaillait à la bibliothèque d'une université. L'institution avait connu une fusion houleuse. Des départements furent supprimés, des employés licenciés en masse. Pendant le chaos de la transition, un petit lot d'équipements audio disparut de l'inventaire de la bibliothèque. Aucune accusation ne fut portée, l'affaire fut classée comme une perte administrative. Hélène, avec 15 autres employés du département, fut licenciée avec une lettre de recommandation standard. Pour n'importe qui, c'était un événement d'entreprise banal. Pour Véronique, c'était la matière première, parfaite. Léger, le moine, c'est une toile vierge. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Pendant le week-end, elle travailla. Avec l'aide de le moine, elle transforma la toile vierge en une peinture sombre. La restructuration devint une enquête interne. L'équipement perdu devint des actifs de valeur disparus sous sa supervision. Le licenciement en masse devint une démission pour rupture de confiance et négligence grave. Ils rédigèrent un dossier. Il avait l'air officiel. Il y avait du jargon juridique, des citations anonymes de collègues inquiets et une chronologie qui insinuait une culpabilité qui n'avait jamais existé. C'était un chef-d'œuvre de diffamation. Un mensonge construit sur une base de demi-vérité. L'attaque eut lieu le lundi. Véronique attendit la fin de la journée, quand le bâtiment commençait à se vider. Elle savait qu'Hélène et Léo seraient dans la bibliothèque, dans leur sanctuaire. Elle renvoya les autres dirigeants. Elle voulait faire ça seule. C'était personnel. Elle entra dans la bibliothèque sans faire de bruit. Hélène et Léo étaient assis par terre, entourés de vieilles cartes, riant de quelque chose que le garçon avait dessiné. La scène était intime, chaleureuse. Véronique sentit une pointe de dégoût. Elle se racla la gorge. Le rire s'éteignit. Léo se recroquevilla en la voyant. Hélène se leva, l'expression soudainement sérieuse. « Véronique !» Hélène, son ton était amical, ce qui le rendait encore plus menaçant. « Léo, chérie, un des agents de sécurité a besoin de te parler de ta trottinette. Il t'attend dans le couloir. » C'était un mensonge éhonté. Léo regarda Hélène, cherchant la permission. Hélène, sentant le piège, mais ne voulant pas impliquer le garçon, acquiesça. « Vas-y, mon chéri, je te rejoins après. » Dès que Léo fut parti, le masque de Véronique tomba. La fausse sympathie s'évapora, laissant derrière un acier froid. « J'ai essayé d'être raisonnable, » commença-t-elle, marchant lentement dans la pièce. « J'ai essayé d'expliquer à Louis que votre influence était nuisible. Il n'a pas écouté. Il est malade, sentimental. Il n'est plus capable de prendre des décisions rationnelles. » Elle s'arrêta devant Hélène. « Alors maintenant, la décision vous appartient. » De son porte-documents en cuir, elle sortit un dossier noir et le jeta sur la table. Le bruit fut comme une gifle dans le silence. « J'ai fait une recherche sur vous. Une vraie recherche. » Hélène regarda le dossier, son cœur commençant à s'accélérer. « J'ai découvert des choses intéressantes sur votre passage à la bibliothèque de l'université, sur certains équipements qui ont disparu. » Le sang quitta le visage d'Hélène. « C'est ridicule. C'était une fusion, un désordre administratif. »« C'est votre version, » dit Véronique, ouvrant le dossier. « Ma version, soutenue par ces documents, est que vous étiez au centre d'une enquête pour négligence qui a entraîné des pertes importantes pour l'institution, et que votre démission a été une façon silencieuse d'éviter un scandale. » Elle sourit. « Ma version est beaucoup plus intéressante, et c'est la version que le conseil d'administration et la presse entendront. » Hélène sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Vous ne pouvez pas faire ça, tout est un mensonge. »« Je peux, » dit Véronique, la voix basse, mortelle. « La vérité n'a pas d'importance. Ce qui compte,
c'est la narration. Et je contrôle la narration. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres de celui d'Hélène. Alors voici votre choix, un choix très simple. Elle ferma le dossier. Demain matin, avant 9 heures, votre lettre de démission sera sur mon bureau. Vous invoquerez des raisons personnelles, remercierez pour l'opportunité et vous partirez par cette porte sans regarder en arrière. Vous ne parlerez pas à Louis. Vous ne direz pas au revoir au garçon. Vous vous évaporerez. Si vous faites ça, ce dossier et toute ma recherche disparaissent avec vous. Elle fit une pause, le coup final venant avec une précision chirurgicale. Mais si vous ne le faites pas, si je vous vois à ce café demain, si j'entends votre nom quelque part dans ce bâtiment, j'appuie sur le bouton. Ce dossier ira à chaque membre du conseil, à chaque journaliste économique que je connais. Je ne vais pas seulement vous licencier, je vais vous détruire. Je vais m'assurer que votre nom soit si toxique que vous ne puissiez plus jamais obtenir un emploi à cataloguer des livres dans une église de village. Je vais transformer votre vie en un enfer de mauvaises références et de portes fermées. La menace resta en suspens entre elles, absolue, inéluctable. C'était un échec et mat. Véronique se redressa, ajustant sa veste. « Le choix vous appartient, archiviste. Protégez-vous, ou soyez une martyre pour une cause perdue. » Elle se retourna et sortit de la bibliothèque, ses pas résonnant sur le bois. Hélène resta seule. Le silence revint, mais maintenant c'était un silence étouffant. Elle regarda le dossier noir sur la table. C'était un cercueil, le cercueil de sa carrière, de sa réputation, de son avenir. Le chantage était parfait. Pour sauver le garçon, elle devait l'abandonner. Pour se sauver, elle devait se rendre. Il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas de chevalier, juste le dragon, et il était partout. Le dernier jour de la compétition arriva comme un jour d'exécution. La grande salle de réunion d'Orion Corp était un colisée moderne, un amphithéâtre de verre et d'acier poli. Autour de la table en acajou de 30 places étaient assis les dieux de cet univers, le conseil d'administration. Des hommes et des femmes aux visages impassibles dont les décisions pouvaient créer ou détruire des fortunes d'un seul hochement de tête. Dans l'air, l'odeur du café cher et de l'ambition. Véronique Dubois sentait le poids des regards sur elle et elle s'en délectait. Elle était impeccable, dans un costume gris anthracite, une armure de pouvoir. Ses cheveux étaient attachés dans un chignon sévère. Elle échangea un regard rapide avec Marc, Clémence, Guillaume et Patricia. Ils formaient un front uni, des prédateurs attendant le coup de grâce. Véronique regarda discrètement la chaise vide dans le coin de la salle réservée à l'équipe de soutien, la place d'Hélène, vide. Un sourire presque imperceptible toucha ses lèvres. L'archiviste avait compris le message. Le chantage avait fonctionné. La victoire était totale. Louis entra dans la salle et le silence devint révérencieux. Il semblait plus fragile que jamais, la maladie creusant des ombres sous ses yeux. Mais il marcha jusqu'au bout de la table, sa posture toujours celle d'un roi. Il regarda les visages du conseil et les 5 dirigeants. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix un peu plus faible que la normale. Nous sommes ici aujourd'hui pour décider de l'avenir de cette entreprise. Un avenir que mon père a commencé avec de la sueur et un rêve. À ce moment précis, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Le son était discret, mais dans le silence tendu, il sembla être une explosion. Tous les regards se tournèrent. Debout sur le seuil se tenait Hélène. Elle ne portait pas son tablier de travail. Elle portait une robe bleu marine, simple, professionnelle. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ne ressemblait pas à une employée de bas niveau. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place dans cette salle autant que n'importe qui d'autre. Dans ses mains, elle ne tenait qu'une seule chose, le livre fait main qu'elle avait créé avec Léo. Le choc sur le visage de Véronique fut un éclair rapide, vite remplacé par un masque de fureur froide. L'archiviste avait osé la défier, osé apparaître. Très bien. Si elle voulait être humiliée publiquement, Véronique se ferait un plaisir de l'obliger.
Louise aussi sembla surpris, mais il fit un geste pour qu'Hélène entre et s'assoie sur la chaise vide. Le jeu n'était pas encore terminé. « Comme je le disais, » continua Louis, essayant de reprendre le contrôle, « les 5 candidats ont présenté leur vision pour Orion Corp, et maintenant, si vous me le permettez, Louis. » La voix de Véronique coupa celle de son patron. Ce fut une interruption brutale, une prise de pouvoir devant tout le conseil. Tous les regards se fixèrent sur elle. Avant de discuter de l'avenir, je crois que nous avons le devoir de protéger le présent. Il y a une question d'intégrité et de sécurité qui a été négligemment ignorée. Louis la regarda confus. « De quoi parlez-vous, Véronique ?» Véronique ne lui répondit pas. Au lieu de cela, elle fit un signe à son assistant, qui se tenait près de la porte. Le jeune homme s'approcha et commença à distribuer un dossier noir à chaque membre du conseil. Un par un, les dossiers furent posés sur l'acajou poli. Le bruit était doux, mais pour Hélène, il semblait être celui de pelles de terre tombant sur un cercueil. Son cercueil. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'un des conseillers, un homme aux cheveux blancs nommé Henri, le plus ancien allié du père de Louis. « Ceci, Henri, est le résultat d'une enquête de diligence raisonnable, » expliqua Véronique, le ton professoral, comme si elle présentait un rapport trimestriel. Une enquête sur Madame Hélène Dubois. Elle prononça le nom d'Hélène à haute voix, le faisant sonner comme une maladie. Toutes les têtes se tournèrent vers Hélène. Elle sentit le poids de 20 pères dieux, la jugeant, la disséquant. Elle garda le menton levé, ses mains fermes sur son livre. « Comme vous le savez, » continua Véronique, marchant lentement autour de la table, « Madame Dubois a développé une relation proche avec Léo, une relation qui, au début, semblait inoffensive. » Elle s'arrêta derrière la chaise d'Henri. Cependant, son comportement récent, y compris l'incitation d'employés à remettre en question la direction, m'a poussé à enquêter sur son passé. Ce que j'ai découvert est, pour le moins, alarmant. Le silence était absolu. Les conseillers commencèrent à ouvrir les dossiers. Le bruit du papier que l'on tourne remplit la pièce. « Comme vous le verrez à la page 3, » narra Véronique, la voix calme, méthodique, « Madame Dubois a été employée par la bibliothèque de l'université méthodiste. Et elle a été licenciée de ses fonctions après une enquête interne sur la disparition d'actifs de valeur. » Hélène vit les visages changer, la curiosité se transformant en suspicion, la neutralité devenant de l'hostilité. Les demi-vérités du dossier, imprimées sur du papier à en-tête, semblaient des faits irréfutables. La documentation à la page 5 détaille le schéma, poursuivit Véronique, implacable. Une employée décrite par ses collègues comme réservée et peu collaborative, qui avait un accès illimité à des équipements qui, commodément, ont disparu pendant son mandat. L'université, pour éviter un scandale, a opté pour un licenciement discret. En d'autres termes, elle a été licenciée pour négligence et suspicion de mauvaise conduite. « C'est un mensonge !» dit Hélène, la voix sortant plus fort qu'elle ne le voulait. Véronique se tourna vers elle avec un regard de fausse compassion. « Madame Dubois, je comprends que la vérité soit douloureuse, mais les faits sont là. » Elle se retourna vers le conseil. « Cette femme s'est infiltrée dans notre entreprise. Elle a caché son passé professionnel entaché et elle a utilisé la manipulation émotionnelle à travers un enfant vulnérable pour gagner en influence et en pouvoir. » La pièce était glaciale. Les conseillers regardaient Hélène, puis le dossier, leurs esprits d'affaires ne voyant qu'une seule chose, un risque. Un risque de sécurité, un risque de réputation, une action en justice potentielle. Louis était pâle. Il regardait les papiers, puis Hélène, puis Véronique. Il était piégé. Les dirigeants l'avaient prévenu. Et maintenant, la preuve était là, noir sur blanc, distribuée aux personnes les plus puissantes qu'il connaissait. Défendre Hélène maintenant serait un suicide professionnel. Ce serait admettre que lui, le PDG, avait été dupé, qu'il avait mis son propre fils et son entreprise en danger. Il était impuissant. Véronique marcha jusqu'au centre de la pièce, prête pour le coup de grâce. Elle pointa son doigt vers Hélène, un geste théâtral, accusateur. « Cette femme n'est pas l'employée humble qu'elle semble être. C'est un cheval de Troie.
Une fraude qui a profité de notre tragédie familiale pour ses propres fins. Elle ne représente pas les valeurs d'Orion Corp. Elle représente une menace. Et je demande à ce conseil, comment pouvons-nous confier l'avenir de notre entreprise à un dirigeant qui n'a pas été capable de voir une menace aussi évidente juste sous son nez? L'accusation finale n'était plus contre Hélène. Elle était contre Louis. Le silence qui suivit fut lourd, suffocant. Tous les regards étaient sur Hélène. Les visages des conseillers étaient des masques de désapprobation. Louis était vaincu dans son fauteuil. Véronique, debout, était l'image de la victoire totale. Hélène était seule, publiquement accusée, jugée et condamnée. La preuve avait été présentée, le piège parfaitement exécuté. Cela semblait être la fin. Le silence dans la salle de réunion était une chose solide, lourde. Chaque personne là-bas en sentait le poids. Véronique était debout, le chasseur savourant la capture. Hélène était assise, la proie piégée. Les yeux du conseil, froids et analytiques, se déplaçaient entre les deux. Ce fut Henri, le conseiller aux cheveux blancs, qui rompit finalement le silence. Sa voix était comme le grattement de la pierre. Il s'adressa à Hélène, mais son regard semblait la transpercer. Le conseil prend ces accusations de conduite inappropriée très au sérieux, Madame Dubois. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Toute la salle se pencha en avant, attendant un déni, une supplication, attendant l'effondrement. Mais Hélène ne pleura pas. Elle se leva. Son mouvement fut lent, plein d'une dignité qui semblait déplacée au milieu de ce carnage d'entreprise. Elle ne regarda pas le dossier, elle ne regarda pas Véronique. Elle regarda directement Louis, et ensuite Henri. « Oui, j'ai quelque chose à dire », dit-elle. Sa voix, autrefois basse, résonnait maintenant avec une clarté surprenante. Ce que Madame Dubois a présenté est une narration, une histoire habilement construite pour servir un but. Elle fit une pause. J'aimerais demander la permission de ce conseil de présenter une autre narration, la mienne, non pas avec des accusations, mais avec un projet sur l'avenir d'Orion Corp. Un murmure parcourut la salle. Quelle audace! Quelle insolence! Véronique faillit rire. L'archiviste, condamné pour fraude, voulait présenter un projet? C'était pathétique, mais Louis, qui semblait avoir vieilli de 10 ans dans la dernière heure, vit un éclat de quelque chose chez Hélène. Une dernière et désespérée tentative. « Accordé !» dit-il, la voix un fil. Hélène acquiesça. « Je ne ferai pas la présentation, dit-elle. Le chef du projet la fera. » Elle se tourna vers la porte. « Léo, s'il te plaît. » Léo, qui attendait dans le couloir avec Jean, entra. Il marchait avec un sérieux qui dépassait ses 8 ans, tenant le livre fait main à 2 mains. Le conseil était stupéfait. C'était un cirque. Un enfant allait faire une présentation. « C'est un non-sens, » protesta Marc. « Nous perdons notre temps. » « Laissez-le parler, » ordonna Henri, la curiosité l'emportant sur le scepticisme. Léo posa le livre sur le rétroprojecteur et l'image de la couverture, faite d'un plan, remplit le grand écran derrière lui. « C'est notre projet, » dit le garçon, la voix claire et sans peur. « Le royaume qui a oublié son cœur. » Il ouvrit à la première page. « L'histoire d'Orion n'a pas commencé avec de l'argent. Elle a commencé avec le roi sage, mon arrière-grand-père, qui voulait construire le meilleur château du monde. Il commença à raconter l'histoire. Mais ce n'était pas la fable qui avait enchanté les employés. C'était quelque chose de nouveau. Il traduisit la fable dans le langage de cette salle. Le roi sage n'a pas licencié la fraternité des bâtisseurs pendant la grande tempête financière, dit Léo, tournant une page qui montrait un de ses dessins à côté d'un ancien rapport de production. Il a réinvesti dans les meilleurs salaires et la formation. Aujourd'hui, vous appelez ça la rétention de talents stratégiques. Le conseil resta silencieux. Les graines dorées qu'il a plantées dans les villages n'étaient pas de la charité, continua Léo, montrant la page sur les projets sociaux du fondateur. C'était de l'investissement dans le développement communautaire pour la création d'un marché de consommation fidèle et durable à long terme. Il utilisait leurs termes. Il récitait l'évangile corporatif, mais il l'infusait avec l'âme oubliée de l'entreprise. Il arriva à la page du dragon de la bureaucratie. « Le dragon n'est pas méchant, » expliqua le garçon, surprenant tout le monde. « Il a juste faim.
Il mange du temps et de bonnes idées. Le plan du roi sage était de mettre le dragon au régime, créer un chemin plus court entre une bonne idée et le marché. Il montra un diagramme qu'il avait dessiné avec Hélène, un plan d'optimisation des processus si élégant et simple que le directeur des opérations déglutit. Henri, le vieux conseiller, se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran. Il reconnut la philosophie de son vieil ami. Le génie ne résidait pas dans l'invention de quelque chose de nouveau, mais dans le fait de rappeler à tous le génie de ce qui avait été oublié. L'atmosphère de la salle changeait. L'air glacial de l'accusation était remplacé par la chaleur d'une redécouverte. Il ne voyait plus un enfant, mais la voix du fondateur résonnant à travers les générations. Véronique vit le contrôle de la salle lui échapper. « C'est hors de propos », dit-elle, la voix stridente. « C'est une fantaisie d'enfant pour nous distraire des faits dans ce dossier. » Les faits, la voix de Louis résonna, et pour la première fois ce jour-là, elle avait un soupçon de fermeté. « Parlons des faits, Véronique. » Il fit signe vers la porte. Jean entra. Il n'était plus habillé comme un simple agent de sécurité. Il portait un costume discret, et dans sa main, il tenait une petite tablette. « Le conseil connaît Jean, » dit Louis. « Il a été le premier employé embauché par mon père, il y a 50 ans, et pendant les 40 dernières années, il n'a pas seulement été chef de la sécurité, il a été le chef de la contre-espionnage d'entreprise d'Orion. » Un choc parcourut la salle. Le vieux gardien de sécurité était un espion. Jean connecta la tablette au système de sonorisation. « Madame Dubois a commandé une enquête sur Madame Dubois », commença-t-il, la voix calme et factuelle. « Lorsque cette enquête n'a rien révélé d'utile, elle a ordonné que la narration soit embellie. » Il appuya sur un bouton. La voix de Véronique remplit la salle, venant des haut-parleurs. C'était un enregistrement. Cristal clair. « Léger, le moine c'est une toile vierge. Envoyez-moi tout ce que vous avez. » Le visage de Véronique devint un masque de cire. Jean continua. Soupçonnant un sabotage, j'ai installé des mesures de surveillance à l'étage des dirigeants. Il appuya sur un autre bouton. La voix de Marc riant. Elle pense vraiment qu'un livre d'enfant va nous arrêter? La voix de Clémence. On va l'enterrer sous tellement de paperasse qu'elle ne saura même pas d'où l'attaque est venue. La voix de Véronique, finale, froide. Quand j'aurai fini, son nom sera synonyme de fraude. Louis n'aura pas d'autre choix que d'être d'accord avec nous. L'enregistrement se termina. Le silence qui suivit fut le silence d'une tombe. Le dossier dans les mains des conseillers ressemblait maintenant à des déchets toxiques. Ils regardèrent les 5 dirigeants, non pas avec suspicion, mais avec dégoût. C'était une conspiration, une trahison au plus haut niveau. Louis se leva. Il ne semblait plus fragile. Il ressemblait à un géant. La maladie, pour un instant, oubliée. Ses yeux brûlaient. Il marcha lentement jusqu'à se tenir devant Véronique. « Vous, » dit-il, la voix basse, mais portant le poids d'un coup de tonnerre. « Vous avez utilisé les ressources de mon entreprise pour commettre une fraude. Vous avez conspiré pour détruire une employée innocente par pure ambition. Vous avez essayé de me manipuler, moi et ce conseil. » Il pointa la porte. « Véronique Dubois, vous êtes licenciée. Videz votre bureau. Vos accès ont été révoqués. La sécurité vous accompagnera jusqu'à la sortie. Maintenant. » La sanction fut un coup de hache. Rapide, public, final. Véronique regarda autour d'elle, cherchant un allié, un regard de sympathie. Elle ne trouva rien. Seulement des visages de pierre. 2 agents de sécurité corpulents entrèrent dans la pièce et se postèrent à ses côtés. L'humiliation était totale. Elle fut escortée à l'extérieur, le son de ses talons sur le sol en acajou, la seule chose qui brisait le silence stupéfait. Louis se tourna alors vers les 4 autres, qui étaient pâles, recroquevillés dans leurs fauteuils. « Quant à vous, » dit-il, la voix tranchante, « vos postes, bonus et accès à l'entreprise sont suspendus, avec effet immédiat. Une enquête complète du Conseil sur votre implication dans cette conspiration commence maintenant. » Il les regarda, un par un. « Je vous recommande fortement de prendre des avocats. » Le pouvoir dans la salle s'était reconfiguré de manière sismique. Les prédateurs étaient devenus la proie. Hélène et Léo observaient, ensemble, depuis leur coin.
La justice n'était pas venue d'un chevalier avec une épée brillante, elle était venue d'un livre d'histoire, de la loyauté d'un vieux gardien et de la vérité qui, finalement, avait crié plus fort que les mensonges. Le dragon n'avait pas été tué. Il avait été exposé, et sans ses ombres pour se cacher, il n'était rien d'autre qu'une créature effrayée et pathétique. La porte de la salle de réunion se ferma derrière le dernier agent de sécurité, engloutissant l'écho de la disgrâce de Véronique. Le silence qui s'installa était différent. Il n'était pas tendu, il était vaste, un vide laissé par la tempête qui venait de passer. Les membres du conseil se levèrent, un par un, dans une torpeur. Ils passaient près d'Hélène, et pour la première fois, leur regard n'était pas de suspicion ou de pitié. C'était un respect stupéfait. Ils étaient venus couronner un successeur et, à la place, ils avaient assisté à une résurrection. La résurrection de l'âme de l'entreprise. Henri fut le dernier à bouger. Il marcha jusqu'à Louis, qui restait debout au bout de la table, ressemblant à un chêne qui venait d'être frappé par la foudre, mais qui tenait toujours bon. Le vieux conseiller posa une main sur l'épaule de son ami. « Ton père serait fier aujourd'hui, Louis, » dit-il, la voix étranglée. « Non pas pour ce que tu as détruit, mais pour ce que tu as finalement décidé de sauver. » Il se tourna ensuite vers Hélène et Léo. Il inclina la tête, un geste de gentleman d'une autre époque. « Ma jeune femme, maître Léo, vous nous avez donné une leçon. Merci. » Et sur ces mots, il se retira, ne laissant que les quatre dans la pièce. Louis, Hélène, Léo et Jean. Le silence revint, mais maintenant il était intime. Louis se déplaça enfin. Il marcha, non avec la hâte d'un PDG, mais avec la lenteur d'un pèlerin, contournant la longue table jusqu'à s'arrêter devant Hélène et Léo. Il semblait plus petit, plus humain. Ses yeux, qui autrefois gardèrent le poids d'un empire, ne gardèrent maintenant que le poids de son propre regret. Il ne regarda pas Hélène. Il regarda le livre qu'elle tenait encore contre sa poitrine, comme un bouclier. « Mon père, il m'a tout donné. » Commença Louis, la voix basse, presque un murmure, sauf la sagesse de comprendre ce qu'il avait construit. Il leva enfin les yeux vers elle. Ils étaient humides. « Je vous présente mes excuses, Hélène. C'est un mot petit et inutile pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai permis qu'on vous fasse. » Il respira profondément, la confession sortant en un torrent douloureux. « J'ai douté de vous depuis le début. J'ai vu votre gentillesse avec mon fils et je l'ai appelé une distraction. J'ai écouté les mensonges de Véronique et je les ai acceptés parce que c'était plus facile de croire que le problème c'était vous. C'était plus facile que d'admettre que le problème c'était moi, que je suis devenu le genre de leader que mon propre père mépriserait. » Il fit un pas de plus. « Le pire, c'est que je ne vous ai pas protégé. J'ai vu la cruauté, j'ai vu leur mépris, et je n'ai rien fait. J'ai échoué avec vous en tant que votre patron, et j'ai échoué en tant qu'homme décent. Il n'y a pas d'excuse à cela. » Hélène l'écouta, le visage serein. Elle pouvait voir l'agonie sincère dans ses yeux. Ce n'était pas la performance d'un PDG gérant les dégâts. C'était le regret d'un homme qui s'était regardé dans le miroir et avait détesté ce qu'il avait vu. « La vérité est parfois un endroit effrayant à visiter seul, » dit-elle, la voix douce. « Vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous l'êtes. » Ce n'était pas un pardon, c'était quelque chose de plus profond. C'était de la compréhension. Louis sembla s'accrocher à ces mots. Il se tourna vers Jean. « Merci, mon vieil ami, de m'avoir rappelé que la vraie loyauté n'est pas aveugle. » Jean se contenta d'acquiescer, son devoir accompli. Puis, Louis se tourna à nouveau vers Hélène, et il y avait une nouvelle lumière dans son regard. Une urgence. « Je ne veux pas que vous retourniez à la bibliothèque, Hélène. Je ne veux pas que vous retourniez vous occuper des livres malades. » Il tendit la main et toucha la couverture du livre qu'elle tenait. « Parce que vous n'êtes plus la gardienne du passé. Vous êtes l'architecte de notre avenir. » Il s'éloigna, l'énergie revenant à son corps, l'esprit d'un stratège s'éveillant, mais avec un nouveau but. J'étais obsédé par la recherche d'un successeur, de quelqu'un pour s'asseoir sur cette chaise. Il désigna le bout de la table. Quel idiot j'ai été! Orion n'a pas besoin d'un nouveau patron, elle a besoin d'une nouvelle boussole. Il prit le livre des mains d'Hélène et l'ouvrit sur la table. Ceci, dit-il avec révérence, est notre boussole. Je vais créer une nouvelle branche dans l'entreprise,
annonça-t-il, la voix maintenant ferme, pleine de conviction. Ce ne sera pas un département, ce sera une fondation. La Fondation Orion pour l'héritage et l'innovation. Son seul but sera d'auditer chaque projet, chaque embauche, chaque décision de cette entreprise pour s'assurer qu'elle fonctionne selon les principes écrits dans ce livre. Ce sera le cœur éthique d'Orion Corp. Il regarda Hélène, le regard intense. Et elle aura besoin d'une présidente, quelqu'un avec du courage, une vision et un caractère inébranlable, quelqu'un qui comprend la différence entre le profit et la valeur. Il fit une pause. « Je veux que ce soit vous, Hélène. » Hélène manqua d'air. La proposition était sismique, d'archiviste accusé à présidente d'une fondation, de paria à boussole morale. C'était plus qu'une promotion. C'était une réparation. C'était la reconnaissance de tout ce qu'elle était, de tout ce en quoi elle croyait. Elle regarda Léo qui la regardait avec des yeux brillants de fierté et d'amour. Il hocha la tête, un oui enthousiaste. Elle se tourna vers Louis. « J'accepte. » Une larme s'échappa finalement des yeux de Louis, mais c'était une larme de soulagement, d'espoir. À ce moment, Léo, avec la sagesse simple des enfants, se déplaça. Il prit la main droite de son père et la main gauche d'Hélène, et les unit au centre de la table, sur le livre ouvert. « Le château était cassé, » dit le garçon les regardant. « Maintenant, on peut le réparer. » Louis regarda la main d'Hélène unie à la sienne, la petite main de Léo sur les deux. Il ne voyait plus une employée et son patron. Il voyait une partenaire, une famille. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir d'Orion Corp et le sien ne semblait pas être une fin, il semblait être un commencement. 1 an plus tard, la grande salle de réunion au sommet d'Orion Corp était méconnaissable. La longue et intimidante table en acajou, construite pour la guerre, avait disparu. À sa place, une immense table ronde en chêne clair invitait à la collaboration. L'éclairage était plus chaud, les murs de verre maintenant entrecoupés de panneaux de plantes vivantes. L'air, autrefois raréfié par l'ambition, semblait maintenant plus léger, plus respirable. Au centre exact de la table, sous une plaque de cristal comme un joyau dans un musée, reposait un livre. Sa couverture était un plan de la ville. Le titre gravé en or disait « Le royaume qui a oublié son cœur ». Il était ouvert à une page qui montrait le dessin d'un dragon endormi. Au bout de la table, Hélène présidait une réunion. La timidité s'était envolée, remplacée par une autorité sereine. Sa voix n'était pas forte, mais tout le monde dans la salle se penchait pour l'écouter. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle posait des questions. Elle n'imposait pas de vision. Elle construisait un consensus. C'était un nouveau type de pouvoir, un qui ne venait pas de la peur, mais du respect. Elle était devenue la boussole vivante de l'entreprise. Dans une salle adjacente, séparée par une vitre, Louis observait. Il ne portait plus ses costumes de bataille. Il portait un tricot confortable. La maladie qui le consumait autrefois semblait être en rémission, chassée par la paix qu'il avait enfin trouvée. Il n'était plus un roi dans son château. Il était un père regardant l'avenir se dérouler. À ses côtés, Léo n'était plus un enfant perdu dans des couloirs d'entreprise. C'était un enfant heureux, dessinant dans un carnet. Non plus des dragons et des chevaliers, mais des ponts et des cités-jardins. Quand la réunion se termina, Hélène les rejoignit. Léo courut vers elle, tenant un petit paquet emballé dans du papier brun. « C'est pour toi, » dit-il, « pour le premier anniversaire du jour où le château a été réparé. » Les mains d'Hélène tremblèrent un peu en ouvrant le cadeau. À l'intérieur, il y avait son petit et vieux livre de fables. Mais il était différent. Le cuir usé avait été nettoyé et poli. La dorure du titre, autrefois presque effacée, brillait à nouveau. Les pages jaunies avaient été soigneusement renforcées. Il était guéri. « Comment ?» murmura-t-elle. « J'ai demandé de l'aide à Jean », expliqua Léo, fier. « Il a trouvé le meilleur artisan de la ville, un homme qui croit aussi que les livres ont une âme. » Le garçon toucha la reliure restaurée du bout du doigt. Il a dit que la couture était solide et qu'une bonne reliure peut tout supporter. Il répéta les mots de son arrière-grand-père, les mots qu'Hélène lui avait enseignés. Le cycle était complet, la leçon avait été apprise et maintenant elle était rendue. Hélène s'agenouilla et serra Léo dans ses bras.
les larmes qu'elle n'avait pas versées lors de l'humiliation coulant maintenant librement, mais par gratitude. Louis posa sa main sur l'épaule des deux, les unissant. Les trois restèrent là, regardant par la fenêtre, non pas vers l'empire de béton et d'acier à l'extérieur, mais l'un vers l'autre. La famille qu'ils avaient construite, non par le sang, mais par choix. Le véritable héritage n'était pas dans le nom du bâtiment, mais là, dans cette pièce, en sécurité, fort, restauré. L'histoire d'Hélène et Léo nous rappelle une vérité fondamentale. Dans un monde obsédé par le pouvoir et le statut, qu'est-ce qui définit vraiment notre valeur? Ce n'est pas la position que nous occupons ou la richesse que nous accumulons sur les feuilles de calcul de la vie. C'est la force de notre caractère, le courage de rester bienveillant sous la pression et la sagesse que nous choisissons de transmettre. Le plus grand empire n'était pas Orion Corp, mais la petite famille qui s'est formée pour le protéger. Ils nous ont montré que l'héritage le plus précieux n'est pas fait d'actions financières, mais d'actes de gentillesse. Si vous croyez que le véritable héritage est la marque que nous laissons dans les cœurs et non dans les bâtiments que nous construisons, partagez cette histoire et inspirez le monde à mieux choisir ses héros.